Bonjour et bienvenue dans cette parenthèse que je vous propose dans le rythme de nos vies. Ce podcast s'appelle « Ah, encore des histoires de bonnes femmes ». Il permet de partager les doutes et les interrogations qui nous submergent quand on est une femme de plus de 50 ans. Pourquoi ? Parce que 50 ans est un âge charnière dans la vie d'une femme. 50 ans et plus, c'est un âge bouleversant. Ah, encore ces histoires de bonnes femmes, c'est tous les mardis à 18h. Chaque semaine, une femme de 50 ans et plus vient se livrer. Elle nous raconte l'un des événements qu'elle a vécu depuis qu'elle a eu 50 ans et nous invite à partager les doutes et les interrogations qui ont suivi. Chaque semaine, c'est un ou une spécialiste qui est invitée à décrypter ces questionnements. Aujourd'hui, c'est Magali qui se raconte. Et Christophe, coach de vie, créateur de la HQR, haute qualité relationnelle, et Love Coach, qui offre son écoute et son expertise. La rencontre. Je suis Magali, je vis à Paris et j'ai 55 ans. Bonjour Magali. Bonjour Laurence. Quelle histoire vous avez envie de me raconter ? Depuis quelques années, depuis 5 ans maintenant, la marche est un petit peu haute à passer. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la vie de femme, la vie amoureuse d'une femme de 50 ans et plus. Ce sujet que vous avez envie d'évoquer vous a généré des interrogations ? Pendant des années, en élevant seul mon fils, ça m'a mis quelques barrières. Et puis là maintenant, il a quitté la maison, je suis seule, je suis complètement disponible. Et il y a de nouvelles barrières qui viennent à moi, que je m'impose en fait, à savoir comment rencontrer un homme, maintenant que je suis complètement disponible. Et qu'est-ce que j'ai à partager, qu'est-ce qu'il peut me donner, voilà ce qu'on peut faire ensemble. Ces questions sont assez récentes. Tant que vous aviez votre enfant à la maison, vous n'aviez pas le même regard sur ce passage de votre vie de femme ? J'avais pas tout à fait le même regard. Je me donnais justement comme échéance ce cap en me disant quand il va partir, je vais avoir du temps, je n'aurai plus d'excuses pour ne pas rencontrer l'homme qui pourra partager sa vie avec la mienne. Et maintenant que j'y suis, voilà, mais je suis prête. Mais la vie fait que ce n'est pas si simple pour nous, femmes de plus de 50 ans, dans notre société. Vous vous étiez refusé, ou tout du moins interdit, de rencontrer quelqu'un tant que vous étiez avec votre fils à la maison ? Je ne m'étais rien refusé, en tout cas pas consciemment. Maintenant, avec le recul, je me suis rendu compte que laisser rentrer un homme dans ma vie, avec mon fils à la maison, qui était déjà un adolescent, c'était plus difficile pour moi. Pourquoi ? Peut-être parce que j'avais peur que mon fils croise plusieurs hommes, puisqu'on sait que malheureusement, on ne va pas forcément rencontrer le bon la première fois. J'avais envie que mon fils n'ait pas cette image d'une femme qui rencontre beaucoup d'hommes successivement et qui l'envoie passer comme ça plusieurs à la maison. Y avait-il également, dans votre démarche ou dans votre façon de réfléchir à cela, une protection de votre enfant pour lui-même ? J'ai pas vraiment réfléchi à ça. C'était pas vraiment pour le protéger, c'était surtout pour me respecter, je pense. C'était plutôt ça, pour être très honnête. La dernière fois que vous avez rencontré quelqu'un, ça remonte à quand ? C'était cet été, via les réseaux sociaux. Mais encore une fois, maintenant, c'est difficile de rencontrer un homme qui va avoir à peu près mon âge, c'est-à-dire au moins 50 ans, entre 50 et 60 ans. Les amis, on les connaît, on connaît leur cercle d'amis, on a fait le tour. Il reste les réseaux sociaux, sinon je crois que malheureusement, à moins d'un petit miracle ou d'une belle rencontre dans une rue ou un autre endroit, c'est assez rare. Vous avez commencé à rencontrer sur les réseaux sociaux il y a à peu près combien de temps ? J'ai commencé à faire des rencontres quand j'étais beaucoup plus jeune, bien avant mes 50 ans, parce que j'ai élevé mon fils seul. Ça date, mais les rencontres après 50 ans, c'est-à-dire qui vont mener, je l'espère, vers une histoire pérenne et sérieuse. Et donc cet été, par exemple, j'ai rencontré 2 hommes évidemment différents. Un de plus de 60 ans, l'autre qui avait à peu près mon âge, 54-55 ans. Mais les deux mêmes dans le sens où, effectivement, ils étaient très bien installés dans la vie, professionnellement, etc. Et tout était centré sur eux, vers eux. Aucun des deux ne m'a laissé une petite place en termes de conversation, d'échange, de communication, voilà. Les 2 que j'ai rencontrés correspondaient à l'idée que je me faisais d'une rencontre d'un potentiel futur, comme j'aime l'appeler, meilleur ami qui soit mon amant, mon amoureux. Les 2 souhaitaient arriver à une histoire pérenne comme moi, sachant qu'au début, bien évidemment, personne ne sait comment ça va se développer. C'est juste que ces 2 personnes-là, en l'occurrence, avaient le même défaut pour moi, peut-être pas pour d'autres femmes, mais en tout cas pour ce qui me concerne, ne s'intéressaient absolument pas à ce que je faisais, ce que je voulais faire, ce que j'avais fait. Enfin, voilà, ils ne parlaient que d'eux. Donc ce n'étaient pas les bonnes personnes.
J'ai énormément d'optimisme et j'ai toujours le regard tourné vers l'avenir. Magali, vous avez dit en débutant ce moment d'intimité que vous nous livrez que vous pensiez qu'il correspondait à cette image de l'homme, à ce profil d'homme avec lequel vous aimeriez peut-être construire. C'est quoi le profil d'homme qui vous touche ? Le profil d'homme qui me touche le plus, c'est celui qui va être un petit peu comme moi finalement, c'est-à-dire être dans l'échange, dans la communication, dans l'intérêt pour l'autre, savoir écouter, aussi se confier. Donc bien évidemment, moi aussi, je suis très à l'écoute de l'autre, mais il faut vraiment que ce soit un échange, il faut que ce soit comme un ping-pong, que ça bouge, que ce soit vivant. J'ai vraiment besoin de vitalité et d'énergie dans une relation. Ça s'est terminé quand, du coup, cette dernière histoire ? Histoire très très courte qui a dû se terminer il y a à peu près un mois à peine. Qui a duré combien de temps ? 2 petits mois. Quel type d'homme vous attirez sur les réseaux, vous ? J'attire deux types d'hommes. En minorité, des jeunes qui ont 30-35 ans. Voilà, ils ont un espèce de fantasme de la femme mûre qui s'assume, etc. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas du tout, donc je décline gentiment, mais je suis quand même flattée. Un petit peu une tranche d'âge qui correspond à la mienne, mais pas tant que ça. Finalement, ce sont surtout des hommes qui ont 10 à 15 ans de plus que moi, à qui je vais plaire. Maintenant, il ne faut pas se mentir, j'ai 55 ans. C'est mathématique, si on rajoute 10 ou 15 ans, même si l'homme est fabuleux, fantastique, tout ce que j'aime, je me dis qu'est-ce qui va nous rester comme temps à vivre ensemble. Effectivement, encore une fois, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, même si demain je rencontre quelqu'un qui a mon âge, mais quand même. Ça vous freine ? Oui, ça me freine. C'est quand même très compliqué pour moi. Et physiquement aussi, pour être très honnête. Qu'est-ce qui vous freine dans le côté physique ? L'apparence corporelle, c'est physique, on vieillit tous, donc pour moi aussi, c'est un constat et c'est aussi pour ça que je me rends compte que je plais moins ou peu à des hommes qui ont 5 ans ou 10 ans de moins que moi. Et donc, mais c'est peut-être pas juste, mais c'est une réalité. Et c'est vrai que j'éprouve quand même des difficultés à être avec un homme qui a 65-70 ans. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous avez à rencontrer ? J'ai peut-être pas de chance, entre guillemets, pour rencontrer la bonne personne, parce que je sors pas mal, je rencontre beaucoup de gens, mais la rencontre ne se fait pas, je ne croise pas en tout cas l'homme qui me plaît. Vous y croyez encore ou vous avez des doutes ? Ah non, j'y crois vraiment. Je suis convaincue d'une chose, d'ailleurs c'est peut-être pour ça quand même que les hommes me regardent, je suis confiante en l'avenir, je suis prête. Tout ce qui m'encombrait, entre guillemets, encombrer n'est pas le bon terme, mais tout ce qui me mettait des barrières, à savoir être seule avec un enfant à la maison, etc. Je n'ai plus ça. En fait, j'ai juste maintenant du temps pour passer des moments avec quelqu'un d'autre. Encore une fois, dans le partage, dans l'échange. Un meilleur ami qui soit mon amant, mon amoureux. Ça vous arrive d'avoir peur de vieillir seul ? Oui, tout à fait. C'est pas quelque chose qui me réjouit. Je sais que j'en suis capable, mais ce n'est pas mon souhait. Je suis quelqu'un d'indépendant, très autonome dans plein de choses, mais absolument pas solitaire. À quoi ressemblerait l'homme idéal pour vous ? Quel est ce petit plus qui fait que vous vous retourneriez et votre cœur se mettrait à battre ? Qu'il ait l'œil pétillant. Dans le regard, on voit tout de suite si c'est quelqu'un qui a envie de vivre, en fait. Qui a envie de partager, qui a envie d'avancer et qui se dit pas « oui, je suis déjà vieux, voilà ». Non, on a plus de 50 ans et alors, on peut faire plein de choses. Vous acceptez que je fasse écouter votre témoignage à un spécialiste ou à un expert Oui, tout à fait. Merci Magali. Merci Laurence. Je m'appelle Christophe Médici, je suis life coach, coach de vie, formateur en communication non toxique et fondateur de la méthode haute qualité relationnelle. Christophe Médici, bonjour. Bonjour Laurence. C'est quoi cette méthode dont vous venez de nous parler ? Cette méthode est une méthode que j'ai créée en 2007, qui est une méthode qui permet aux gens d'améliorer leurs relations, qui au travail, qui en couple, qui dans la famille, qui à l'école et qui dans l'univers connecté. Fondée sur l'écologie relationnelle. En 2 mots, qu'est-ce que l'écologie relationnelle ? C'est éduquer sa manière de communiquer pour pas s'envoyer des messages toxiques sur des toxicoms, des messages de dévalorisation, de culpabilisation, mais aussi dans le non-verbal. C'est juste aussi, on peut être toxique dans le non-verbal.
Christophe, je voudrais en savoir un petit peu plus sur vous. Quel est votre parcours de vie? Comment vous êtes devenu psychosociologue? Je pense qu'on choisit ces métiers-là parce que soi-même, on a eu un long travail à faire sur soi. Je suis très implicationnel. Si on n'avait pas eu un parcours où on avait eu des tempêtes, voire des guerres à gagner, on n'aurait pas fait ces métiers. On ne peut bien aider les autres que si on s'est bien aidé soi-même et si on a traversé des tempêtes. Vous connaissez Jung qui disait on ne peut atteindre la lumière que si on a traversé l'ombre. J'ai eu beaucoup d'ombres à traverser. Voilà, je les ai remportées, ces victoires, et depuis 20 ans, je forme à ça, et je suis devenu psychosociologue et formateur parce que j'aime aider les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Pourquoi est-ce que l'on vous contacte la première fois? On me contacte parce qu'on va mal, parce que, et c'est mon combat, on n'a pas appris à l'école à communiquer ni à relationner, je fais un néologisme, hein. Et pour moi, ça devrait être un savoir fondamental aussi important que lire, écrire et compter, enseigner à l'école. Pourquoi on me contacte? Parce que on sent qu'on a des difficultés relationnelles. Qui dans son couple, qui à l'entreprise avec une personne toxique dans son équipe ou son manager ou son patron, on ne choisit pas ces relations de travail, elles nous sont imposées. Je crois vraiment que c'est central, le bien-être relationnel, le climat relationnel de sa vie, c'est central pour être heureuse et heureux. Et si c'est une personne qui elle-même est toxique, sans le savoir, qui vient vous voir? C'est une très bonne question et vous êtes au cœur du sujet, Laurence, bravo, quelle lucidité. Vous savez, Laurence, la plupart du temps, à 99% du temps, quand une personne toxique, elle ne sait pas qu'elle l'est. C'est un peu la métaphore du vampire devant les miroirs, vous la connaissez, hein. Vous savez qu'un vampire, quand il se met devant un miroir, il ne se voit pas dans le miroir. La personne toxique ne sait pas qu'elle est toxique. Et c'est un problème pour elle et pour ceux qui l'entourent. Christophe Médicis, comment vous travaillez? Racontez-moi une séance. Il y a deux familles de séances. Il y a la séance individuelle qui est la séance de coaching et il y a la séance en formation continue avec des groupes parce que je suis les deux. Je suis aussi coach et formateur d'adultes depuis 1992. Donc la séance individuelle avec une personne, on définit son objectif. L'idée du formateur et du coach, c'est bien de savoir où la personne veut aller. Je la prends par la main et je l'aide là où elle veut aller. Quant aux formations, l'idée, c'est d'aider les gens à comprendre les difficultés relationnelles et surtout leur transmettre les outils de la HQR. La HQR? La haute qualité relationnelle. Mais concrètement, c'est uniquement par la parole? Ça transmet des outils relationnels concrets, c'est une méthode active comme on dit en formation continue. Ça transmet une trousse à outils qu'on a utilisée du matin jusqu'au soir dans son entreprise avec son manager, avec ses équipes. C'est pas de l'intellectualisation. La communication c'est un sport, c'est un jeu. Donc ça se communique et on essaie d'amener avec beaucoup de guillemets et d'humilité, des bonnes pratiques. Ces outils que vous me donnez quand je repars de chez vous, la mallette que je vais emmener et avec laquelle je vais travailler du matin au soir, il y a quoi dedans? Imaginez que vous vivez un conflit. C'est très lié à la gestion des conflits, une partie de la méthode, d'accord? L'idée, elle est bien de pouvoir s'exprimer. Or, le problème des êtres humains, c'est qu'à cause d'une basse estime de soi, une basse confiance en soi, quand tu vis un conflit avec une personne toxique, généralement, tu n'arrives même pas à l'exprimer. L'idée est d'aider les gens avec, par exemple, un outil, la clé expressivité de la méthode ou la clé fermeté. Apprendre à quelqu'un à être ferme en visuel, vocal, verbal dans la communication. Ça se transmet par des jeux de rôle qu'on fait pendant le stage avec les autres copains du groupe dans une totale bienveillance, un peu comme un sportif qui s'entraîne à faire un bon coup droit au tennis. Ce savoir fondamental, il n'est pas appris par les gens. Donc on est au Moyen-Âge relationnel encore en 2024. À l'ère de l'Homo connecticus et du monde de l'intelligence artificielle, on est au Moyen-Âge relationnel parce que les gens ne savent pas qui ils ont en face d'eux, ils ne s'ajustent pas à l'autre et ils avancent comme des brise-glaces dans la vie. Prenez-moi en cobaye, faites-moi faire un petit exercice. Un petit exercice de la méthode HQR ? Haute qualité relationnelle. Imaginez que vous avez un problème, on va prendre la vie professionnelle, ça va être moins implicationnel, avec un de vos collègues ou une de vos collègues dans une boîte de pub. On est d'accord, je vous prends comme cobaye, vous travaillez dans une très grosse boîte de pub et il y a vraiment une de vos collègues, et pourtant vous êtes au même niveau hiérarchique, elle est vraiment toxique pour vous, vous venez de débarquer dans cette boîte, mais elle est toxique pour vous, d'accord? Je vais vous proposer de faire un entretien de régulation avec elle, parce que ça va plus. Vous rentrez chez vous le soir, vous y pensez tout le temps, vous avez un petit tourniquet dans la tête, vous avez du mal à dormir, vous perdez des kilos tellement ça vous stresse, vous arrivez au matin avec une boule au ventre en disant mais qu'est-ce qu'elle va me prendre la tête encore celle-là, elle va encore me saboter mon travail, elle va encore me mettre des pots de banane. Voilà, je vous propose de faire un jeu. C'est moi, cette personne-là. On va m'appeler, ça va être un homme, ce collègue-là, on va m'appeler Olivier, d'accord? Vous allez venir voir Olivier. Vous allez dire Olivier et vous allez commencer par le haut, j'observe. Et vous allez lui dire les choses que vous observez depuis 2 mois qu'il est votre collègue, qui est toxique pour vous. Répétez après moi, j'observe. J'observe. Et vous allez dire j'observe. Ensuite, vous allez dire dans quel état sentimental et émotionnel ça vous met quand vous êtes toute seule avec vous-même. Et vous allez dire, commencez par j'ai le sentiment que. J'ai le sentiment que. Et vous allez finir par je te demande. Je te demande. J'observe, j'ai le sentiment que, je te demande. J'observe que quand j'arrive le matin, vous ne me dites jamais bonjour. J'ai le sentiment que vous ne m'appréciez pas. Je vous demande de me payer un café pour qu'on discute. Vous venez de travailler un premier outil,
SD, d'accord? Ok, c'est quoi? Vous venez de lui dire ce que vous observez, donc vous êtes congruente. Et ça, c'est déjà de l'estime et de la confiance en toi. Plutôt que de le garder en toi et de macérer une colère rentrée qui peut finir par une maladie, soit une pelade, soit de l'urticaire, vous lui avez dit j'observe, Olivier. Ensuite, vous avez dit dans quel état ça vous met? J'ai le sentiment que, voilà. Et ensuite, vous posez votre demande. Je te demande, quand on pose une demande, Laurence, dans une relation, c'est bien qu'on a envie qu'il y ait un changement. Vous avez envie que la relation change avec les... Bravo, Laurence, vous venez de bien faire un outil de la méthode. Christophe Médicis, merci beaucoup. Alors, il ne sera pas question, dans le témoignage que je vais vous proposer d'écouter, d'une relation toxique au travail, mais d'une problématique que certaines femmes ont de nouveau de rencontrer un compagnon à partir de 50 ans et plus. Est-ce que vous acceptez d'écouter le témoignage de Magali? Cette mission, je l'accepte, Laurence. Si nous l'avons déjà écouté, Christophe n'a pas encore entendu le témoignage de Magali. Je vous propose donc à partir de maintenant de le faire de nouveau ensemble et de laisser Christophe réagir point par point. Je peux juste vous dire, que vous soyez célibataire ou pas, que nous allons apprendre beaucoup de choses sur le relationnel. Et sans aucun doute, être un peu bousculé aussi. L'écoute. Je suis Magali, je vis à Paris et j'ai 55 ans. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la vie de femme, la vie amoureuse d'une femme de 50 ans et plus. Pendant des années, en élevant seul mon fils, ça m'a mis quelques barrières. Et puis là maintenant, il a quitté la maison, je suis seule, je suis complètement disponible. Et il y a de nouvelles barrières qui viennent à moi, que je m'impose en fait, à savoir comment rencontrer un homme, maintenant que je suis complètement disponible, et qu'est-ce que j'ai à partager, qu'est-ce qu'il peut me donner, voilà ce qu'on peut faire ensemble. Magali a été pendant très longtemps maman solo. Comme beaucoup de femmes quinquas, quand elles se sont séparées, qu'elles étaient mariées ou pas d'ailleurs, c'est pas le problème, elles ont créé des habitus de femmes seules et elles ont privilégié le rôle de maman sur le rôle de femme. Des habitus, c'est le mot que Bourdieu appelait pour les habitudes, en fait, en psychosociologie. Des comportements récurrents, c'est ça une habitude. Et elle a surtout engrammé ça, vous savez, comme disent les gens d'analyse transactionnelle, Laurence, on joue des rôles. On a le rôle d'amie, le rôle de maman, le rôle d'épouse, le rôle de fiancée, le rôle dans notre vie professionnelle. Et on voit bien ce que nous dit Magali. Elle nous dit là, dès le début de l'entretien, qu'elle a été très maman. Et maintenant qu'elle a moins besoin d'être maman, parce qu'on voit bien qu'elle est dans le syndrome du nid vide, comme on l'appelle, c'est les enfants sont petits, puis il n'y a plus d'hommes. Elle avait peut-être des amants entre-temps, mais des sex friends ou des choses comme ça. Et bien maintenant, la difficulté qu'elle a, c'est se dire qu'est-ce que c'est le rôle que j'ai déjà oublié de jouer là, qui est le rôle de femme qui veut séduire un homme et être séduite par un homme. Vous vous étiez refusé de rencontrer quelqu'un tant que vous étiez avec votre fils à la maison? Je ne m'étais rien refusé, en tout cas pas consciemment. Maintenant, avec le recul, je me suis rendu compte que laisser rentrer un homme dans ma vie, avec mon fils à la maison, qui était déjà un adolescent, c'était plus difficile pour moi. Pourquoi ? Peut-être parce que j'avais peur que mon fils croise plusieurs hommes. Malheureusement, on ne va pas forcément rencontrer le bon la première fois. J'avais envie que mon fils n'ait pas cette image d'une femme qui rencontre beaucoup d'hommes successivement et qui l'envoie passer comme ça plusieurs à la maison. Dans une démarche des relations, puisqu'on a parlé de la haute qualité relationnelle, on voit bien que la relation Magali à son fils est tout en haut de son échelle de Richter et de ses priorités. Et qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit, mon fils, je ne voulais pas qu'il voit passer défiler plusieurs hommes. Et on voit bien que Magali, par rapport à ça, elle emploie souvent le mot barrière. Elle s'est mis une croyance limitante en se disant, elle le dit, quand ça, ce sera un peu plus au calme, je pourrais démarrer une relation amoureuse. Donc elle a planifié que maintenant le fils est peut-être plus loin. En tout cas, il n'a plus besoin de maman comme quand il avait 8-12 ans. Maintenant, je suis prête à une rencontre amoureuse. La dernière fois que vous avez rencontré quelqu'un, ça remonte à quand ? C'était cet été, via les réseaux sociaux. Mais encore une fois, maintenant, c'est difficile de rencontrer un homme qui va avoir à peu près mon âge, c'est-à-dire au moins 50 ans. Entre 50 et 60 ans, les amis, on les connaît, on connaît leur cercle d'amis, on a fait le tour. Il reste les réseaux sociaux, sinon je crois que malheureusement, à moins d'un petit miracle ou d'une belle rencontre dans une rue ou un autre endroit, c'est assez rare.
ou se rencontrer aujourd'hui lorsqu'on est célibataire. D'ailleurs, disons-le à tous les gens qui vont écouter, il y a une vraie crise de la relation amoureuse en France aujourd'hui. Sur 45 millions d'adultes, il y a 15 millions de célibataires. C'est-à-dire un adulte sur 3 est célibataire. Il n'y a jamais eu autant de célibataires depuis toute l'histoire de l'humanité, plus de 120 millions dans toute l'Europe, Laurence. Donc ça veut dire que c'est pas que Magali qui a des difficultés, et il faut dire aussi, c'est pas que les quinquas. Les 20, les 30, les 60, les 80 ans ont des difficultés aussi. Cet été, par exemple, j'ai rencontré 2 hommes évidemment différents. Un de plus de 60 ans, l'autre qui avait à peu près mon âge, 54-55 ans. Mais les deux mêmes dans le sens où, effectivement, ils étaient très bien installés dans la vie, professionnellement, etc. Et tout était centré sur eux, vers eux. Aucun des deux ne m'a laissé une petite place en termes de conversation, d'échange, de communication, voilà. Les deux que j'ai rencontrés correspondaient à l'idée que je me faisais d'une rencontre potentielle future, comme j'aime l'appeler, meilleur ami qui soit mon amant, mon amoureux. Les deux souhaitaient arriver à une histoire pérenne comme moi. C'est juste que ces deux personnes-là, en l'occurrence, avaient le même défaut pour moi. Ils ne s'intéressaient absolument pas à ce que je faisais, ce que je voulais faire, ce que j'avais fait. Enfin, voilà, ils ne parlaient que d'eux. C'est intéressant ce que nous dit Magali là. Quand on rencontre quelqu'un, on a tous consciemment et inconsciemment des attentes relationnelles. On voit bien les siennes. Les siennes, c'est quelqu'un qui s'intéresse à elle. Ça peut paraître basique, Laurence, qu'on va dire, et que l'autre s'intéresse à nous. C'est dans une relation, on est co-auteur, co-scénariste. Visiblement, elle a rencontré des hommes très auto-centrés, très me, myself and I, comme on aurait dit. Moi, ce qui est le cas de beaucoup de gens dans une société hyper individualiste. Et elle a été carencée parce que ça ne répond pas à son attente relationnelle de dire « Mais sois un peu empathique, toi, monsieur, et demande-moi qui je suis, ce que j'aime faire, quels sont mes objectifs dans la vie, ce qu'on pourrait faire à deux. » Vous connaissez évidemment la phrase « S'aimer, ce n'est pas que se regarder dans les yeux, c'est regarder ensemble dans la même direction. » Est-ce que Magali n'a pas trop d'attentes ? Mais c'est pas un problème de quantité. Quand on se rencontre, moi dans un de mes livres qui s'appelle Le couple haute qualité relationnelle, je dis une des premières choses qu'on doit faire ensemble, c'est faire un petit tableau que je propose, qui s'appelle le tableau des CAR, j'adore les acronymes, conscientisation de vos attentes relationnelles. Et chacun de son côté, on est là à table, au resto, ensemble et tout, ou à la maison. Ce qui est essentiel pour moi dans une relation amoureuse, ce qui est important pour moi, ce que je ne veux définitivement plus, parce qu'à 50 ans, vous êtes d'accord avec moi, on a déjà des tours de piste, et donc on a déjà eu X histoires qui ont fait qu'on sait ce qui va pas, on est un peu plus lucide normalement. Ça sent le vécu ? Ben oui, pour tout le monde. Et puis, l'étape de la cerise sur le gâteau, mon couple idéal. Tu le fais de ton côté, je le fais de mon côté, et on partage, on échange là-dessus. Mais il y a combien de gens qui font ça au début d'une relation ? Très peu. C'est ça la haute qualité relationnelle. Conscientiser vos attentes relationnelles. Elle aurait dû le faire avec les deux hommes qu'elle a rencontrés via les réseaux sociaux, Magali. Mais c'est pas un peu trop tôt quand on rencontre quelqu'un et qu'on sent qu'il y a du désir, de l'attirance, on va pas tout de suite dire on va être dans un couple à long terme et voilà ce que j'attends de mon couple. Je vous dis pas, Laurence, qu'il faut le faire au bout d'une journée, au bout de 2 jours. Il faut peut-être le faire au bout de 3 semaines, au bout d'un mois, moins de... Mais faisons-le au début. D'autant plus qu'au début, on est dans ce que Francesco Alberoni dit dans Le choc amoureux, l'état naissant. Et l'état naissant, c'est généralement cuicui les petits oiseaux. Tout est beau, tout est rose, tout est... Et on enjolive parce qu'on a trouvé la bonne, le bon enfin. Il coche toutes les cases. Sauf que là, comme dit Delamour de Stendhal, c'est la cristallisation. C'est pas vraiment la personne. Et ça, cet état naissant, il a un moment où il s'arrête. Magali, ça s'est terminé quand du coup, cette dernière histoire ? Histoire très très courte qui a dû se terminer il y a à peu près 1 mois à peine. Qui a duré combien de temps ? 2 petits mois. Ce que nous dit Magali est symptomatique de l'époque, Laurence. On est de plus en plus dans ce que le docteur Leleu appelle les séparations Kleenex. On sait que les aventures sont de plus en plus courtes. Et ça, c'est dû aussi au fait de l'arrivée d'Internet et de l'homo connecticus. On est dans les shorts sur YouTube, shorts sur Insta, et maintenant relations shorts. C'est-à-dire que vraiment, la relation elle peut durer 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, et next. Parce qu'en plus, on a tellement l'embarras du choix, c'est la vérité. Tu te mets sur Mythique ou tu te mets sur Elite Rencontre et tu as 3 millions de choix en 1 seconde, tu cliques. Mais le problème de ça, c'est d'abord la dictature du choix. Toutes les études ont prouvé que c'est pas parce que tu as le choix que tu es plus libre, tu es moins libre quand tu as le choix. Et deuxièmement, il y a cette fameuse phrase, et c'est ce que nous dit Magali des Anglais, easy come, easy go. Ce qui vient très vite part aussi vite. Et la question, elle est que ça vient vite, mais ça part vite. Il y a un vrai problème, et on est tous là-dedans, de l'engagement dans la durée et dans l'engagement de la longue durée en amour. Oui, mais on peut très vite comprendre ou savoir si ça fonctionnera ou pas. C'est ce que nous dit Magali. Très vite, elle s'est rendue compte que ça ne pourrait pas fonctionner. Donc pourquoi faire durer ? Mais Magali n'était pas amoureuse. À partir du moment où tu es amoureuse,
Tu connais la phrase, est-il raisonnable? Mais non, le cœur a ses raisons que la raison ignore, comme disait Pascal. Donc il est évident qu'elle n'était pas amoureuse ni de l'un ni de l'autre. Parce que quand tu es amoureuse, d'abord tu deviens aveugle, l'amour rend aveugle, c'est plus du tout raisonnable et tu es malade. N'oubliez pas la phrase, on tombe amoureux comme on tombe malade. Pensez à Michel Sardou, elle court, La maladie d'amour. Donc quand tu es malade d'amour, je peux te dire qu'elle n'est pas comme elle était là et tu t'arrêtes pas sèchement comme ça, voire même parfois des franchissements de l'une de l'autre, t'en acceptes 1, 2, 15, 20 au début. Parce que tu es amoureux, amoureuse. Ça veut dire que si on n'est pas amoureux, ce qui était le cas effectivement de Magali, très vite, il vaut mieux pas là laisser durer l'histoire. Si t'es pas amoureuse, si c'est pas bien au lit, parce qu'il y a aussi des bénéfices secondaires. Tu n'es pas amoureuse ou tu n'es pas amoureux, mais il y a une super belle compatibilité sexuelle. Séparons le bon grain de l'ivraie, tu dis ça va, je vais en faire un sex friend ou une sex friend. On va rester parce qu'au lit c'est top, mais on se dit ouais, on s'aime bien, on se plaise physiquement, on s'attire et surtout chose très belle et qui est rare et qui est pas si simple. On est compatible sexuellement. Pourquoi se priver de ça si on est un peu hédoniste? Magali, quel type d'homme vous attirez sur les réseaux, vous? J'attire deux types d'hommes. En minorité, des jeunes qui ont 30-35 ans. Voilà, ils ont un espèce de fantasme de la femme mûre qui s'assume, etc. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas du tout, donc je décline gentiment, mais je suis quand même flattée. Un petit peu une tranche d'âge qui correspond à la mienne, mais pas tant que ça. Finalement, ce sont surtout des hommes qui ont 10 à 15 ans de plus que moi, à qui je vais plaire. Maintenant, il ne faut pas se mentir, j'ai 55 ans. C'est mathématique, si on rajoute 10 ou 15 ans, même si l'homme est fabuleux, fantastique, tout ce que j'aime, je me dis qu'est-ce qui va nous rester comme temps à vivre ensemble. Effectivement, encore une fois, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, même si demain je rencontre quelqu'un qui a mon âge, mais quand même. Ça vous freine? Oui, ça me freine. C'est quand même très compliqué pour moi. Et physiquement aussi, pour être très honnête. Alors sur l'histoire des attirances, c'est très intéressant ce que nous dit Magali. Ou plus jeune, ou beaucoup plus vieux, parfois pas souvent des gens de notre génération. Comme je suis de cette génération, je mets nôtre. Or pour autant, moi je dis que toutes les histoires d'amour sont possibles avec n'importe quel âge. On a l'exemple d'un président de la République qui s'est marié avec une femme beaucoup plus âgée que lui, et ça marche. Et visiblement, ils s'aiment. La vraie question, c'est que si tu as 55 ans et que tu es avec un homme de 30 ans, j'ai l'habitude de donner la métaphore de la vie comme étant la traversée d'un océan. Et le bateau, il n'est pas au même endroit sur la mer. Et les besoins, les désirs et les objectifs de quelqu'un de 30 ans sont pas les besoins, les désirs et les objectifs de quelqu'un de 55. Mais si tu es avec quelqu'un de 65, comme elle dit, ou de 75, pareil. Le bateau, il n'est pas au même endroit sur la mer. Il est plus près du port, de l'arrivée. Or, je crois pas, même si c'est possible, les généralités sont toujours idiotes, je dirais qu'il est toujours à privilégier quelqu'un qui est de notre génération. Parce que les bateaux, ils sont au même endroit sur la mer. On a eu nos enfants au même moment, on est au même moment de la vie. On a les mêmes références. On a regardé L'île aux enfants. On a aimé C'est Jérôme. Après, ce n'est pas possible avec quelqu'un de 30 ans. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dirais qu'il y aura des blocages, à un moment donné, des risques. Mais là, vous parlez évidemment du bateau qui n'est pas au même endroit par rapport au port, mais on peut aussi parler du corps. Elle en parle. Elle dit que un corps de 50 ans, c'est pas un corps de 30 ans. Bon, on peut être bien conservé à 50 ans. Mais c'est pareil pour une femme ou un homme. Est-ce que nous, on va désirer une nana de 75 ans? Il faut vraiment être très amoureux. Magali, aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous avez à rencontrer? J'ai peut-être pas de chance, entre guillemets, pour rencontrer la bonne personne, parce que je sors pas mal, je rencontre beaucoup de gens, mais la rencontre ne se fait pas. Je ne croise pas, en tout cas, l'homme qui me plaît. Ce qui est intéressant dans ce que nous dit Magali, quand elle dit « je n'ai pas de chance, je ne croise pas », il faut qu'elle fasse très attention à ce qu'elle dit, aux mots qu'elle emploie et à ses pensées. Parce que dans mon livre « Libérez votre cerveau de son saboteur », je dis « fais attention », j'emploie une phrase très importante, « fais attention à ton mode de pensée et à ta façon de t'exprimer, il peut bien devenir la prophétie de ta vie ». Qui a dit ça? Freud, Jung, Mélanie Klein? Non, Saint François d'Assise au XIIIe siècle. 7 siècles avant, la révolution de la psycho disait ce que tu dis et ce que tu penses va créer ton destin. Il faut qu'elle arrête de dire qu'elle n'a pas de chance, il faut qu'elle arrête de dire je ne croise pas, parce que l'univers entend ça. Là, je vais très loin en termes de neurosciences et de cerveau quantique, et c'est pas ça qu'elle doit envoyer. Elle doit envoyer, et ça je le dis à tous les gens de votre podcast, Laurence, la loi de l'intention, qui est une des 7 lois de l'univers. Il faut toujours tourner en positif. J'ai l'intention claire et précise, je désire et j'y crois, et j'ai la chance de rencontrer un homme merveilleux qui correspond à mes attentes, qui soit empathique, intelligent, cultivé, qui aime ce que j'aime et tout. Et ne pas dire je n'ai pas de chance, parce que là-haut ils entendent je n'ai pas de chance, je ne croise pas. L'inconscient, ne connaissant pas le négatif et positif, elle ne rencontrera pas quelqu'un. Il faut donc dire aussi je veux aimer. Il faut commencer entre toi et toi à te programmer.
Parce que vous savez comme moi, mais ça c'est très important ce qu'on va dire là, ce qui est à l'extérieur est déjà à l'intérieur. Tu dis voilà, je t'attends, je t'accueille, je te veux comme ça et je suis prête. Et les 3 verbes importants, allez, un beau cadeau pour tous les gens du podcast. J'accepte, il faut le dire plusieurs fois dans la journée, j'accepte je mérite et j'autorise. Voilà les 3 verbes clés qui sont des verbes qui vibratoirement, si tu acceptes d'accueillir quelqu'un, il va arriver dans ton champ. Je mérite d'être amoureuse et d'être aimée et j'autorise. Vous y croyez encore ou vous avez des doutes ? Ah non, j'y crois vraiment. Je suis confiante en l'avenir, je suis prête. Tout ce qui me mettait des barrières, à savoir être seule avec un enfant à la maison, etc. Voilà, je n'ai plus ça. En fait, j'ai juste maintenant du temps pour passer des moments avec quelqu'un d'autre. Encore une fois, dans le partage, dans l'échange. Un meilleur ami qui soit mon amant, mon amoureux. Magali dit « Je voudrais un meilleur ami qui soit mon amant ». Est-ce qu'on peut imaginer la rencontre amoureuse telle qu'elle l'exprime ? On dit souvent que quand on rencontre quelqu'un en amour, il doit fonctionner comme son ou sa meilleure amie, avec la différence qu'il y a du sexe. Qu'est-ce qui fait le ciment du couple ? C'est la sexualité. Normalement, une amie ou un ami, la différence, c'est qu'il n'y a pas de lit, il n'y a pas de sexe. On ne fait pas l'amour avec son ou sa meilleure amie. Pour autant, elle a raison. Si on vit une vraie et profonde histoire d'amour, la femme avec qui on est, l'homme avec qui on est, il est au même niveau que son et sa meilleure amie. Tu peux lui faire des confidences, il ne trahira pas, il t'aidera à transformer tes rêves en réalité, il t'aidera à glow up et à grow up, comme disent les Anglais, à devenir une meilleure version de toi-même. C'est ça, s'aimer. Et je vais donner la plus belle définition de l'amour, c'est celle de Dr Leleu dans l'écologie de l'amour. Et elle le dit, c'est ce qu'il faut dire à Magali, à toutes les femmes qui ressemblent à Magali. Il faut leur dire, aimer, c'est aider l'autre à s'aimer mieux chaque jour. Magali, ça vous arrive d'avoir peur de vieillir seule ? Oui, tout à fait. C'est pas quelque chose qui me réjouit. Je sais que j'en suis capable, mais ce n'est pas mon souhait. Je suis quelqu'un d'indépendant, très autonome dans plein de choses, mais absolument pas solitaire. À quoi ressemblerait l'homme idéal pour vous ? Quel est ce petit plus qui fait que vous vous retourneriez et votre cœur se mettrait à battre ? Qu'il ait l'œil pétillant. Dans le regard, on voit tout de suite si c'est quelqu'un qui a envie de vivre, en fait, qui a envie de partager, qui a envie d'avancer et qui se dit pas « oui, je suis déjà vieux, voilà ». Non, on a plus de 50 ans et alors, on peut faire plein de choses. Magali a entièrement raison, on est vieux quand on n'a plus de projets. On peut avoir des projets à 2, c'est ça aussi un couple. Petit projet, partir en voyage ensemble, un week-end au début, 3 jours, puis après une semaine, se faire des voyages à l'étranger, créer un projet professionnel ou associatif, ce qu'on veut. Et évidemment, à 50 ans, elle a raison, normalement, on a des décennies devant nous. Mais à Dieu ne plaise, ça peut finir ce soir. Donc chaque jour compte pour votre bonheur amoureux. Le bonheur, c'est quand ? Le bonheur, il est maintenant, ici et maintenant, dans le présent. Et aimez-vous maintenant. Vous savez, les Américains, ils sont forts. Pourquoi ils disent love you à chaque fois qu'ils se séparent en couple ? Parce qu'ils savent pas s'ils vont se retrouver le soir. Et ils se disent love you, on les caricature en disant pourquoi ils disent je t'aime à chaque fois qu'ils se disent au revoir ? Mais parce que est-ce que tu sais si tu vas le retrouver l'autre ? Nos potes qui allaient au Bataclan, ils allaient à un concert. Hein. Nos potes qui sont morts au Carillon, ils buvaient un verre. On aurait pu être eux. Hein. Donc love you, oui, love you. Et c'est la chanson de Fiori. Il faut dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Christophe Médicis, on arrive au terme de cet entretien, de ce partage. Si vous deviez résumer tout ce qui vient de se dire et tout ce qui vient de se passer. Je dirais Magali est symptomatique de notre époque. Époque, ça veut dire en grec époquet, temps d'arrêt. En amour, en ce moment, on est toutes et tous un peu paumés. Faut dire la vérité. On est à un tournant, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a jamais eu autant de célibes. On est tous un peu paumés. Il y a ceux qui sont célibes, 15 millions. Faut pas penser que les experts sont forcément, c'est parfois les cordonniers les plus mal chaussés. On n'a plus le modèle de nos parents. Les jeunes, alors faut voir comment ils parlent d'amour, les 20 ans. Donc nous, les quinquas, là, parce que là c'est sur les quinquas, on a à réinventer un nouveau modèle amoureux. Soyons créatifs, créons quelque chose avec une nouvelle manière de nous aimer. L'humanité, elle est capable de créer du beau. Comme disait Peter Drucker, je finirai là-dessus. Vous savez quelle est la meilleure manière de prédire l'avenir, Laurence ? C'est de le créer. Christophe Médicis, on peut vous contacter par quel biais ? On peut aller sur mon site christophemedici.com, on peut aller sur le site de mon centre de formation haute qualité relationnelle.fr, puis surtout sur mon Insta, Christophe Médicis officiel. Allez cliquer et vous voyez tous mes réels et tous mes petites shorts là-dessus. Les gens, ils auront de l'écologie relationnelle toutes les semaines. Merci beaucoup Christophe Médicis. C'est moi qui vous remercie, j'adore participer à votre magnifique podcast. Donc je vous réinviterai. Alors je suis là quand vous voulez. Voici le moment de nous quitter. L'épisode consacré à l'histoire de Magali, qui a généré des questions et des doutes, est terminé. Un grand merci à elle qui s'est livrée en toute confiance et à Christophe Médicis, Love Coach, créateur de la HQR, Haute Qualité Relationnelle,
de nous avoir apporté son écoute et ses compétences pour décrypter ce type de situation. Avec sincérité, j'espère que cet épisode vous aura aidé et qui sait, peut-être de pouvoir rencontrer l'amour ou tout du moins lui donner toutes ses chances. Pour joindre Christophe Médicis, je vous invite à visiter son site christophemedicis.com. Quant à vous, si vous voulez également me raconter votre histoire, un passage de vie depuis que vous avez 50 ans qui vous bouscule, qui crée des interrogations, des doutes, écrivez-moi encore des histoires de bonnes femmes @gmail.com, le tout collé et histoire et bonnes femmes au pluriel. Alors à mardi prochain pour une nouvelle histoire de bonnes femmes. Ah, encore ces histoires de bonnes femmes.